Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce matin au sommaire. Le secteur privé sénégalais était hier au Palais de la République. Le chef de l'État a échangé avec le patronat sur les priorités de l'heure avec en toile de fond la souveraineté et le patriotisme économique. Journée mondiale de lutte contre le paludisme au Sénégal. Les actions se poursuivent pour une diminution de la maladie, surtout pour les enfants. Comment inverser la tendance dans les zones rouges comme Kaolack? Tout est parti d'accusations d'une ONG suisse. Nous avons donné la parole aux experts du ministère du Commerce. Clap de fin du Maza 2024. Retour sur cette biennale qui a mis en exergue plusieurs pans de la culture africaine. Le secteur privé sénégalais était hier au palais en audience avec le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, et les leaders des organisations patronales ont échangé sur les priorités de l'heure, notamment la souveraineté, le patriotisme économique, l'emploi des jeunes ou la baisse du coût de la vie. Voici à ce propos Baïdi Agne, au nom du patronat, à leur sortie d'audience. La diversité du secteur privé ici présent a félicité le président de la République, l'a félicité avant, et nous tous, dans notre diversité encore, nous sommes très rassurés et très fiers de ce que nous avons entendu du président. Il a évoqué, il nous a rappelé l'importance que nous occupons dans ce pays et leur engagement et l'engagement de l'État à nous soutenir totalement dans nos différentes actions. Et les différentes actions, il attend de nous aussi que nous puissions apporter des réponses à l'emploi des jeunes, que nous partageons ensemble la souveraineté et le patriotisme économique, que nous apportons des réponses à la formation des jeunes, que nous apportons des réponses à la baisse du coût de la vie. Nous nous sommes engagés et nous nous sommes tous exprimer notre bonheur et satisfaction d'entendre et d'avoir notre État qui nous rejoint dans ce que nous disions tout le temps. Ça nous a absolument motivés, rassurés. Donc nous sommes à la disposition et nous avons manifesté notre disposition, nous avons manifesté notre engagement et je pense qu'ensemble, nous pourrons relever les défis que le pays a devant lui. Les défis de la création d'emplois, les défis de la création de richesses, le défi de la contribution de la paix dans le pays. Nous l'avions fait durant tout le processus. Nous magnifions comme l'international magnifie la paix et la transition démocratique que nous avons eue au Sénégal. Voilà donc Baïdi Agne qui parlait au nom du patronat sénégalais reçu hier par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Je vous le disais en titre, donc lutte contre le paludisme, la journée mondiale est célébrée. Le Sénégal n'est pas un reste également. Dr Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, était l'invité de la matinale Kenkeliba. Il est revenu sur notamment les stratégies qui sont mises en exergue par les autorités sénégalaises. En vous ramenant sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le dernier rapport de 2022 montre qu'il y a plus de 247 millions de cas à travers le monde, avec plus de 600 000 décès. Et 90% de cette charge de morbidité, c'est-à-dire des cas, que ce soit des décès, sont supportés par l'Afrique. Et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Et quand on descend beaucoup plus bas, les pays de la CEDEAO pèsent à elles seules 52%. 52%. C'est énorme. Le Nigeria, le Burkina, le Mali, et dont le Sénégal également. Mais au Sénégal, il faut remarquer que les chiffres quand même, l'évaluation de notre plan stratégique 2015-2020 a permis de montrer que le paludisme a beaucoup reculé, avec en moins 20% de la charge initiale par rapport à 2015. De 50% sur le nombre de décès. Les derniers chiffres toujours que nous avons en 2021, parce que nous sommes actuellement en rétention d'informations, donc c'est pour cela qu'on n'a pas les chiffres les plus récents. Environ 400 et quelques mille cas ont été recensés à travers les structures de santé du Sénégal, mais également mal répartis. Il y a des disparités. Il y a une disparité, du moins,
des cas de paludisme. C'est pour cela que vous sentez moins le palu vers Dakar, vers Saint-Louis, Louga, Matam, qu'on appelle les zones vertes. C'est ça. Oui. On a fait ce qu'on appelle une stratification en fonction du nombre de cas pour 1000 habitants. Par exemple, quand tu vas à Saint-Louis, quand tu prends 1000 habitants, il y a moins de 5 qui font le palu dans l'année. Louga, c'est pareil. Il y a des villages même où le palu n'existe plus pendant depuis 3 ans. Incroyable. Ah, ça c'est bien. Cependant, il y a une partie du pays qui pratiquement pèse à elle seule à peu près 80% des cas de palu. Ce serait la partie sud-ouest? Sud et sud-est. Ouais. Et ça s'explique par un peu la situation géoclimatique de Kédougou, où j'ai vécu pendant 11 ans, je le rappelle. J'étais médecin-chef adjoint, médecin-chef de district avant d'être médecin-chef de région de Kédougou. Là-bas, il pleut beaucoup, il y a une forte réseau hydrographique et souvent, il n'y a pas beaucoup d'assainissement. Et vous savez que le palu est fortement lié à la stagnation des eaux. C'est ça, conditions Parce que là où stagnent les eaux, il y a les moustiques. Et quand il y a les moustiques, il y a les maladies, notamment le paludisme. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc, pour dire que donc, les défis, quand même, sont encore là. Nous avons fait des avancées significatives. Et cependant, il faudra que nous continuions d'être vigilants par rapport à cette maladie. Voilà, Dr Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Toujours, ce sera dans le même siège, mais auparavant, nous passons à l'invité. Voilà, c'est toujours donc consacré à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme et nous avons avec nous depuis Kaolack Dr Aïssatou Barry, qui est médecin-chef de région. Madame Barry, bonjour, vous êtes en direct sur la RTS. Bonjour, M. Gay. Voilà, vous avez suivi les explications de Doudou Sène, coordonnateur du PNLP. Au niveau national, c'est vrai que la situation est maîtrisée, il y a même une baisse au niveau national, mais il y a des disparités suivant la cartographie qu'il a décrite tout à l'heure. Et Kaolack fait partie de ces zones rouges. Qu'est-ce qui explique cela dans la région? Merci, M. Gay. Pour ce qui est de la région de Kaolack, il faut dire que globalement, l'incidence du paludisme est comprise entre 5 et 15 cas de palu pour 1000 habitants. Cependant, il y a le district de Kaolack, qui est la capitale régionale, qui est dans la zone rouge. Et bien entendu, qui connaît Kaolack sait qu'il y a beaucoup de moustiques. Et puisque c'est le vecteur du paludisme, on peut aisément comprendre donc que ce district soit dans le rouge avec beaucoup de cas de paludisme. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour inverser la tendance? C'est vrai, vous avez évoqué ces raisons. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place depuis très longtemps pour arriver à une inversion de la situation? Oui, avec l'appui du programme national de lutte contre le palu et de ses partenaires, plusieurs stratégies sont actuellement mises en œuvre au niveau de la région de façon globale et certaines stratégies de façon beaucoup plus spécifique au niveau du district de Kaolack. Entre autres stratégies, il y a la prise en charge des cas PKDOM+, avec le dépistage systématique et le traitement des cas dans les zones reculées. À ce titre, nous avons eu en 2023 à traiter 10 513 cas de palu. Il y a le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Nous avons également la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans la routine avec une gratuité chez les femmes enceintes et les enfants qui constituent donc la cible vulnérable à la maladie. Il y a une bonne disponibilité aussi et une gratuité des intrants de lutte contre le palu, tels que les tests de diagnostic rapide, les ACT pour traiter le palu simple, mais également l'artesunate pour le traitement du paludisme grave. De façon beaucoup plus spécifique, au niveau du district de Kaolack, qui porte vraiment la charge de morbidité du palu dans la région, il y a la mise en œuvre de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Et à ce titre, en 2023, nous avons eu à traiter 65 581 enfants. Il y a également une campagne qu'on a eu à dérouler en 2023, campagne de distribution de moustiquaires imprégnés au niveau des daras de la commune de Kaolack, parce que comme vous le savez, les talibés constituent également une couche vulnérable. Il y a les activités de lutte antivectorielle avec la brigade régionale d'hygiène qui a eu, avec l'appui de la collectivité territoriale,
à procéder à la délarvation des caniveaux de la commune de Kaolack, mais également au saupoudrage de la ville. Merci beaucoup, Madame Barry. Je vous en prie, M. Gueye, c'est moi. Voilà, c'était en direct avec nous depuis Kaolack, Dr Aïssatou Barry, médecin-chef de région. L'université Iba Der Thiam de Thiès, à travers l'UFR Sciences de l'Ingénierie, a organisé un grand événement scientifique dénommé les 48 heures du foncier sous le thème foncier et développement durable. Fatima Tabanelba. Dans un contexte particulier où la région de Thiès fait l'objet d'une attention particulière avec une forte croissance économique et démographique, le foncier est au cœur des projets et programmes. Ainsi, une réflexion profonde sur le foncier et le développement durable est nécessaire. La sécurisation foncière, les conflits fonciers, la gouvernance et la gestion foncière des collectivités locales, l'accès des jeunes et des femmes à la terre, autant de thèmes qui prouvent la complexité d'un sujet aux enjeux multiples. Avant de décider, il faut savoir. Donc c'est la connaissance du foncier qui pose déjà un problème. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a deux niveaux au niveau du foncier. Il y a le domaine national et il y a le domaine immatriculé. Et aujourd'hui, aussi bien au niveau du domaine national que du domaine immatriculé, la connaissance précise de la cartographie du pays pose problème. Donc il y a des zones qui sont très connues et il y a des zones qui sont très peu connues. Et en général, les litiges se passent toujours dans les zones où nous passons des zones connues vers les zones inconnues. Donc ce sont les nouveaux lotissements, c'est des terrains à usage agricole ou pastoral, etc., etc. Et là où nous avons beaucoup de fonciers. La contribution de l'université Iba Der Thiam est non négligeable dans la gestion foncière. Dans ses projets de recherche, l'université a pu compter sur des partenaires comme la coopération allemande à travers le projet Sensouf GIZ. Les dimensions formation et recherche occupent une place centrale dans cette convention car elles permettent de promouvoir la modernisation durable en matière de gestion foncière au niveau local et la qualité des outils de gestion pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, les autorités locales sont les premiers concernés puisque l'attribution foncière, surtout sur les domaines non immatriculés, passe d'abord par les collectivités locales. Et aujourd'hui, toutes les collectivités locales ont un besoin imminent de connaissances réelles de leur cartographie de la zone. Donc il faut qu'ils sachent quelles sont les limites de leur commune, quelle est la cartographie d'occupation des surfaces dont ils ont la charge. L'UIDT joue également un rôle prépondérant dans la gouvernance foncière avec la formation de nombreux cadres du secteur foncier au Sénégal. Nous avons des formations en techniciens supérieurs, que ce soit en DUT ou en licence, géomètre topographe. Nous avons également des ingénieurs géomètre topographes. Nous avons également des géomaticiens. De l'autre côté, nous avons tout ce qui tourne autour des collectivités territoriales avec des formations en administration et gestion des collectivités territoriales. Nous avons également des formations autour de tout ce qui est économie, gestion du foncier de façon générale. L'université Iba Der Thiam de Thiès entend bien apporter sa contribution à côté des nombreuses initiatives et actions menées par d'autres entités pour le règlement de la problématique foncière. Les résultats et conclusions de cette rencontre sont attendus par toutes les parties prenantes à ces réflexions, mais également les populations de la région de Thiès pour un développement durable. Plus de 70 participants en autant de nationalités ont assisté au lancement du projet CADOC qui vise à promouvoir une recherche universitaire de qualité. Le compte-rendu de Sidna Lunfal. Le projet QADOC, un projet qui ambitionne de renforcer les capacités de plusieurs pays afin d'aboutir à une recherche universitaire de qualité. Pour son lancement, universitaires, chercheurs et partenaires se sont réunis à Dakar pour 2 jours d'échange. Nous sommes actuellement à l'ère de l'accréditation et de certification des programmes. Il est important que toutes les formations au sein de nos universités puissent atteindre ces standards internationaux, leur permettant de répondre aux besoins du monde socio-professionnel en termes de qualité dans l'enseignement et dans la formation. Donc, je voudrais donc remercier encore une fois tous nos partenaires qui œuvrent au jour le jour pour améliorer cette qualité et permettre à nos universités d'être aux normes par rapport à ce qui se fait au niveau international.
Plus de 70 participants de cette nationalité ont assisté au lancement du projet QADOC en présentiel ou en ligne. Rencontre initiée par l'ANAQ-Sup, l'UCAD et Obréal. Ce projet est d'autant plus important qu'il est l'un des rares projets structurels sélectionnés pour être financés en Afrique francophone dans le cadre du programme Erasmus+, Capacity Building for Higher Education, donc renforcement des capacités pour l'éducation supérieure. Un projet structurel cherche à avoir un impact politique structurel, au-delà des impacts qu'il aura au niveau des universités. L'ANAQ-Sup, que j'ai l'honneur de diriger, a entamé depuis 2018, avec l'appui des autorités gouvernementales du Sénégal, des démarches et actions en faveur de l'assurance qualité de la recherche et les formations doctorales. Ainsi, différents outils constitués de référentiels et de guides ont été conçus à la suite de plusieurs rencontres avec les acteurs, avec les partenaires et avec d'autres experts du monde de la recherche. La présente réunion de lancement représente donc une occasion pour toutes les parties prenantes de se retrouver et de discuter sur les meilleures pratiques qui favoriseront la réussite du projet. Le Sénégal, la Guinée et la République démocratique du Congo, 3 pays ciblés par le projet QADOC avec l'implication des ministères de l'enseignement supérieur, des agences nationales d'assurance qualité et 2 universités par pays. Quel est le processus de mise sur le marché d'un produit après les accusations sur le lait pour bébé de Nestlé par une ONG suisse et qui contiendrait un taux de sucre élevé? Nous nous sommes intéressés à cette question. Les procédures et règles établies vont-elles dans le sens de la meilleure protection et changent-elles d'un pays à un autre? Notre reporter Oumou Kalsoum Sall a donné la parole aux experts du ministère du Commerce. Au Sénégal, la mise sur le marché d'un produit alimentaire, comme dans tous les pays, est bien encadrée. Tout produit, avant d'intégrer le marché, qu'il soit importé ou fabriqué localement, il faut qu'il y ait une autorisation. Lorsqu'il est importé, il y a ce qu'on appelle une DIPA qui est fournie. C'est la base des analyses qui ont été faites. Lorsque c'est produit localement, il y a une autorisation FRA qui est délivrée sur la base des analyses qui ont été faites et qui sont concluantes. Donc, dans tous les cas, un produit, avant d'intégrer le marché, il faut nécessairement qu'il y ait des analyses qui s'attendent un peu, qui sont en conformité avec la norme, avec des normes pour autoriser sa mise en marché. La DIPA, déclaration d'importation de produits alimentaires, ou le FRA, autorisation de fabrication et de mise en vente, et donc le sésame, dont dispose chacun des milliers de produits alimentaires sur le marché. Et pour obtenir cette autorisation, le produit doit impérativement passer par le laboratoire national d'analyse et de contrôle du ministère du Commerce. Au niveau du ministère, il y a la direction du commerce intérieur qui a une division qui s'appelle la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Donc, c'est eux qui s'occupent du contrôle. Donc, ils vont sur les marchés. Et aussi, quand un producteur veut le faire, le certificat de mise sur le marché, il va à cette division pour déposer son produit, pour avoir le certificat de mise sur le marché. Ces produits-là sont acheminés au niveau du laboratoire pour qu'on puisse faire les analyses microbiologiques et chimiques pour dire si le produit est apte à la consommation ou non. Le même procédé est requis pour les produits importés. Le laboratoire reçoit entre 800 et 1000 échantillons à analyser chaque mois. Et ici, toutes les dispositions sont prises pour un processus transparent. Quand les échantillons arrivent, il y a les secrétaires qui réceptionnent, qui vont mettre un numéro de codification. Et nous, c'est à partir de ce numéro de codification que nous allons traiter l'échantillon. Le laboratoire national d'analyse et de contrôle travaille sur un référentiel. Il s'agit d'une réglementation en vigueur pour chaque catégorie de produits, une réglementation qui inclut obligatoirement des normes quand cela concerne des produits alimentaires. Pour certains secteurs stratégiques ou certains secteurs qu'on va dire critiques, si on prend le cas du Sénégal, le gouvernement prend certaines normes et les rend d'application obligatoire. Et dans ce cas, la norme devient ce qu'on appelle un règlement technique. Il y a des normes pratiquement pour tous les produits alimentaires aujourd'hui, en tout cas qu'on voit au Sénégal. Et à côté de ces normes, il y a la réglementation qui est là, qui rend d'application obligatoire certaines de ces normes. Les normes peuvent aussi évoluer
La norme n'est pas figée parce que quand le contexte économique, quand le contexte socio-économique où la science, l'évolution de la science et la technique dans le secteur considéré évolue, la norme peut évoluer. Ça veut dire que une norme peut être révisée, une norme peut être annulée. Un pays peut s'écarter de la norme internationale, mais dans ce cas, il doit y avoir des spécificités nationales qui doivent motiver cela. Et dans ce cas, quand en tout cas ce sont des normes qui intéressent les échanges internationaux, on doit en notifier l'OMC avec donc les preuves scientifiques que c'est pour des spécificités nationales que nous nous écartons de la norme internationale. Le dispositif de contrôle est donc bien en place. Une autorisation de mise sur le marché n'est jamais définitive, ce qui explique les descentes inopinées des services dédiés dans les marchés et autres lieux de commerce pour des prélèvements destinés à de nouvelles analyses. Clap de fin du Maza 2024, le Desk Culture revient sur cette biennale artistique qui célèbre la créativité et la diversité des cultures africaines. Plus de 350 spectacles en danse, cirque et marionnettes, musique, théâtre, slam, ainsi que des rencontres à B2B. Fatou Diouf. Abobo danse avec le zouali, masque traditionnel du peuple gourou. Le Massa éclaté a procuré beaucoup de joie en montrant les différentes cultures du terroir. C'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel. Donc, je voulais voir comment ça se danse les Zaouli. C'est un côté gros. Ils ont chanté, il y a dansé aussi, il y a eu le spectacle. Avec le Massa, c'est tout Abidjan qui bouillonne de créativité. Dans les rues, une scène incroyable attire les festivaliers. Un groupe de femmes, des corps en transe. La création rouge, une performance déambulatoire pour dénoncer l'asservissement des femmes. Le rouge représente beaucoup de choses. Elle peut représenter la violence, elle peut représenter l'amour, elle peut représenter aussi la femme. Quand je dis femme, chaque mois, toutes les femmes, la plupart, elles ont leur menstruation, le sang, donc voilà. Et le fait d'être cagoulée, en fait, dans ce travail, nous, en fait, c'est pour que toutes les femmes, jeunes filles, femmes ou hommes aussi, parce que c'est pas qu'un combat, disons, qui est réservé qu'aux femmes. Hein. Donc c'est pour que aussi toute personne puisse s'identifier, puisse se reconnaître en fait à travers chacune des femmes qui est présente dans cette pièce. À travers cette représentation, je vois que des femmes qui sont enchaînées, c'est-à-dire qui sont oppressées, qui sont maltraitées peut-être dans la société, et leur salut viendra que d'elles-mêmes. Voilà, elles se libèrent entre elles-mêmes, c'est-à-dire le respect de la femme demain dans la société va dépendre que d'elle-même. Personne ne va venir sortir la femme de toutes les oppressions qu'elles subissent dans la société, mais c'est elles-mêmes entre elles qui vont s'entraider pour se libérer. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan rassemble des milliers de festivaliers venus du monde entier. Des pays comme le Vietnam souhaitent une coopération culturelle avec l'Afrique. Notre relation est de longue date, est très traditionnelle, marquée par le rapprochement entre les peuples. Et dans ce sens, le Vietnam souhaite que dans l'avenir du marché de Masa, le Vietnam peut participer à vos activités, à vos manifestations. Cela permet de renforcer davantage le lien entre les deux pays, le lien entre les deux peuples, surtout en matière de culture. Après une bonne dose de spectacles artistiques, c'est l'heure de déguster la gastronomie ivoirienne. Des mets succulents du terroir, cuisinés avec tout un art. Nous moutons qu'on fait revenir sur de la braise. Les clients même, ils sont tous européens. La majorité sont et puis des Ivoiriens aussi, mais beaucoup d'étrangers.
Moi, j'aime varier, en fait. Donc, je prends du poulet, des fois des brochettes, de la tiéké, bien, voilà, à locaux, riz. Et là, c'est riz aux champignons et cuisses de poulet. Et ça me va très bien, parfois un peu de poisson. Ce que j'ai remarqué, c'est que la gastronomie ivoirienne, c'est assez pimenté. Sinon, c'est quasiment les mêmes ingrédients que nous utilisons pour faire notre cuisine. Sinon, la gastronomie ivoirienne est très délicieuse, très intéressante. C'est fini pour la 13e édition du Massa. Plus de 350 spectacles d'artistes venus de 30 pays d'Afrique ont rivalisé de créativité et d'ingéniosité. Danse, théâtre, musique, slam, cirque et marionnettes, ainsi que des rencontres professionnelles, le Massa est sans doute un carrefour de promotion de la diversité des cultures africaines. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous en passons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Voilà, nous démarrons cette partie consacrée aux régions. Ils profitent de l'événement religieux pour écouler leurs marchandises. Ce sont les commerçants qui sont basés à Tambacounda, qui déploient des équipes entières au niveau du site du Dakar de Médina Gounass, vous le savez, qui est prévu fin avril et pour prendre fin début mai. Un business florissant qui marche beaucoup à l'occasion de cet événement religieux. Le point avec Tchorodjan, RTS 3 Tamba. À quelques jours du démarrage du Dakar de Médina Gounass, certains commerçants se frottent déjà les mains. Les vendeurs de glacières, de fourneaux, d'ustensiles de cuisine et de vaisselle profitent de leur business. Quand il y a Dakar, on le sent vraiment, nous les commerçants, car il y a plus de clientèle et nous écoulons facilement nos marchandises, que ce soit les glacières, les bols, les cuillères. Tout s'écoule facilement comme de petits pains. Le Dakar, c'est vraiment une période de faste pour nous. À chaque événement, moi, je pars à Dakar tous les 2 jours à la recherche de marchandises. À la rue Aïnina Fall, ce grossiste déploie chaque année une équipe au niveau du site du Dakar de Médina Gounass. Ces commerçants séjournent pendant toute la période de la retraite spirituelle dans la cité religieuse pour vendre leurs différents articles. Moi, à chaque Dakar, je pars m'installer là-bas pour vendre et ça marche très bien. Là-bas, il y a du monde, des clients viennent de la Guinée, du Fouta, du Mali. Il y en a qui achètent pour leurs besoins sur place, mais la plupart achètent pour aller revendre ça chez eux. En plus, il y a des marchands ambulants qui viennent nous voir, on leur donne de la marchandise, ils vont revendre ça. En 10 jours de Dakar, ils peuvent avoir 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, voire plus. Après, ils ramènent notre argent et gardent les bénéfices. Vous voyez comment ça crée de l'emploi. Nous, à chaque Dakar, nous envoyons une équipe spéciale sur place avec des matelas, des nattes et autres marchandises. Personnellement, mon dernier voyage au Dakar remonte en 2014. J'avais amené des matelas à l'époque que j'avais tout écoulé. Un autre business florissant à l'approche du Dakar de Médina Gounass, la vente de matelas, de nattes, de chaises en plastique, entre autres. Là, je suis en train de me préparer pour y aller. Déjà, le véhicule transportant ma marchandise est en route. Le chauffeur vient de m'appeler au téléphone. Il n'a amené que des matelas. Vous savez que là-bas, ce qui marche le plus, ce sont les matelas, les petits matelas, surtout qu'on appelle mergadou, qui coûtent 3 250 francs, 3 750 francs, 4 000, voire jusqu'à 6 000 francs CFA. Le Dakar de Médina Gounass, un événement religieux qui attire des milliers de fidèles venus des autres régions du Sénégal. Grâce à sa proximité avec la cité religieuse, les commerçants de la région de Tambacounda tirent profit de ce grand rendez-vous religieux.
Le 12e bataillon d'instruction de Dakar, Bango de Saint-Louis, a procédé à la cérémonie de présentation du drapeau national à la première faction de l'année 2024. Ils sont plus de 2000 soldats, dont 73 filles qui sont prêts à servir loyalement. Ils viennent de boucler 4 mois de formation. Abdouad à Saint-Louis. Devant le commandement de la zone militaire numéro 2, ils ont fait le serment de servir et de défendre loyalement la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Après 4 mois passés au centre d'instruction de Dakar Bango, où ils ont suivi une formation militaire rigoureuse, ces recrues ont eu droit au traditionnel tour d'honneur de leur drapeau national au niveau de l'esplanade du 12e bataillon. Un moment solennel qui consacre la fin d'une époque, le début d'une carrière militaire. Soldats de la première fraction du contingent 2024, voici le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Vous devez l'honorer, le servir et le glorifier, car il retrace l'histoire de tout un corps, de toute une armée et au-delà de toute une nation. Le drapeau national porte haut et fort les valeurs de notre nation, son histoire et sa culture. La symbolique de sa description est fondamentale afin de vous imprégner de son sens et vous approprier les valeurs qu'il incarne. Cette cérémonie traditionnelle est une étape importante dans la vie de ces jeunes militaires de la première faction, composée de 2014 éléments, dont 73 filles. Donc, les jeunes arrivent ici, ils font 4 mois de formation, donc des privations, des activités de drill, d'entraînement et de l'instruction militaire. Et à l'issue de cette formation, nous leur présentons le drapeau. C'est un moment de consécration pour couronner les enseignements reçus au niveau du centre d'instruction. Et c'est à partir de là qu'ils sont considérés comme des militaires. Devenir des militaires accomplis, telle est l'ambition de ces jeunes recrues, armés de persévérance, avec le courage, en bandoulière. Contente et fière d'accomplir un devoir citoyen. Servir notre pays, c'est servir une nation. Donc je suis contente aussi de voir ma famille, je suis contente de nos cadres, je suis contente de l'instruction qui a été faite de nous. J'appelle et j'exhorte et j'encourage toutes les jeunes filles sénégalaises de s'intégrer dans l'armée sénégalaise. Puisque ici, nous sommes des femmes, mais nous avons le courage de convaincre, nous avons le courage de défier n'importe quelle situation. La discipline, la loyauté et la conscience professionnelle, des valeurs fondamentales pour intégrer les armées afin de servir dignement la nation sénégalaise. Je pense qu'avant tout, la discipline, c'est la force principale dans les armées. Et sans discipline, rien ne se fait. C'est pourquoi il est important qu'ils aient cet esprit. Et en matière de loyauté, la loyauté, c'est surtout envers notre population, notre peuple, qui est notre raison d'être. La loyauté envers nos institutions et envers notre corps de service, et qui fait que nous allons respecter nos obligations. À l'issue de cette présentation, les soldats sont désormais aptes à intégrer les différents corps de l'armée, de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers. Voilà, c'était la cérémonie militaire au 12e bataillon d'instruction de Bango à Saint-Louis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants pour la version Wolof de cette édition.